moi, j'accepte volontiers toujours d'en parler parce qu'on ne veut pas que ça ait servi à rien. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à être vraiment heureuse. J'ai toujours eu à peu près tout pour moi. Je veux dire, je suis une femme en forme, je suis une professionnelle qui est quand même appréciée tant de mes collègues que de mes clients. J'ai beaucoup d'amis, je suis pleine de vie, je suis celle qu'on invite à tous les parties. J'ai une petite fille fantastique de 5 ans, elle est en forme, elle est tripante, c'est le fun. Mais c'est comme si j'y arrive pas. Toujours plein de relations amoureuses assez consommantes, assez destructrices. Puis toujours comme une espèce de, pas de désespoir, mais de torture. Je suis constamment torturée. Un espèce de feeling de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de quoi? Pas trop sûr, mais le feeling de ne pas l'être. J'ai trouvé la recette du bonheur. Puis j'aime ça la partager. Le 12 janvier dernier, donc ça a fait 1 an, il n'y a pas longtemps, je fais un examen général. On trouve une 2 semaines après, biopsie, mammographie, c'est pas beau, là on est rendu à 98% des chances que ce soit ça. Va tout de suite voir la chirurgienne, prends rendez-vous, demande rendez-vous dans la même semaine. Je rencontre la chirurgienne le 8 février et on m'annonce qu'effectivement, la tumeur est cancéreuse. Puis là, j'ai souvenir qu'on me donne plein de détails sur quelle sorte de cancer que c'est, son nom, les caractéristiques, le stade. Je suis même plus là. J'ai rien retenu de ça. Ça m'intéressait pas pantoute. J'avais pas l'intention d'apprendre à le connaître, pas envie de m'attacher. Ça va être un one-night stand tant qu'à moi. On va m'enlever ça. Puis là, à ce moment-là, je m'accroche vraiment au fait que j'ai pas un cancer, j'ai une tumeur. On va m'enlever ça. Ça va être fini. On n'en parle plus de ça. J'ai eu la chirurgie. J'ai reçu tout plein d'amour, tout plein d'appui, tout plein de réconfort, une petite convalescence de 2 semaines. Puis je suis repartie exactement dans ma vie d'avant, aussi folle, même routine. Dans le fond, comme si j'avais eu une grippe. Moi, j'étais à la maison 2 semaines avec une mauvaise grippe, puis je suis revenue. Quand ils ont enlevé la bosse, ils ont aussi prélevé des ganglions, évidemment, pour analyse. Et je devais retourner 1 mois plus tard rencontrer la chirurgienne pour qu'ils me disent, bon, mais c'est bien, on a tout enlevé et on n'en parle plus. Alors, je vais me rappeler toute ma vie du 21 mars 2012. J'allais avoir 40 ans 7 jours plus tard. Il faisait super beau au mois de mars l'an passé. Il faisait un soleil magnifique. Avec mes amis, on avait acheté du vin, on avait prévu de se retrouver après chez nous. On célèbre ça. Ça a été une mauvaise blague, puis c'est fini. Puis ça se passe pas de même. Mais là, on m'apprend qu'il y avait des métastases dans les ganglions. Je retourne en chirurgie, j'aurai la chimiothérapie, j'aurai la radiothérapie. Là, c'est vrai, j'ai un cancer. L'effet que ça fait, sûrement, tu reçois ça comme un coup de poing dans le plexus, comme ça coupe le souffle. Je pense pas avoir respiré pendant au moins les 12 heures qui ont suivi ça. J'ai tout fait, j'étais paniquée, c'est un vide total, c'est la panique. C'est la panique. Parce que là, on m'expliquait la chimiothérapie, les traitements, tout ça, puis juste le mot cancer était peurant. Mais c'est bien plus que ça. Ça implique bien plus que ça, une maladie comme ça. Je suis monoparentale. L'anxiété me prend, là. Comment je vais faire pour m'occuper d'elle si je suis malade? Puis je veux pas qu'elle me voie malade, je veux pas qu'elle me voie chauve. Comment je vais faire pour pas qu'elle soit terrorisée de ça? Sa mère, les yeux creux, puis les bouts de cheveux sur la tête. Puis je suis paniquée. Je réalise aussi à ce moment-là que la relation destructrice, amoureuse dans laquelle je suis, ça peut plus durer. Ça peut plus durer, il faut que ça s'arrête, là. Alors, je
j'ai pas le choix, sinon je pourrais pas, je passerais au travers. Alors là, c'est une peine d'amour, c'est parce que la relation va être destructrice. Je le connais. On n'endure pas tout ça pour rien. Alors, c'est la peine d'amour. Financièrement, c'est la crise. Si on me prive de gagner ma vie, c'est le gouffre, là. Pour moi, je m'en allais vers la faillite personnelle. Ça supposait démissionner de mon ordre professionnel. Ça fait mal à l'orgueil. C'est beaucoup à ajouter sur le tas. Finalement, j'ai passé tous les traitements de chez nous à me sauver du téléphone, des appels de créanciers, mais au bout de ça, ils ont fini par accepter une proposition. On s'en est sauvés. Alors, c'est ça. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas le choix, il faut que tu sois forte. Je peux toujours choisir de me coucher en petite boule avec le pouce dans la bouche, mais ça, je pense pas que ça va. J'ai rapidement compris que le fait de complètement mettre de côté ma personnalité, de ne jamais me choisir, de jamais faire aucune décision en fonction de moi, toujours pour accommoder, pour être gentil, pour faire plaisir, pour éviter le conflit. Ça stresse, premièrement, ça rend malade, ça nous met dans toutes sortes de situations inconfortables, puis t'es étouffé, t'es pas bien, mais tu peux plus, t'as l'impression de ne plus pouvoir t'en sortir. Les relations malsaines, comme on disait tantôt, tout ça. Alors, le cancer est venu un peu m'offrir un répit. Moi, j'ai choisi de le voir comme ça. J'ai pas eu le choix de tout arrêter, et comme je m'absentais pendant une période indéterminée, il a fallu qu'on ferme la portion notariat. Je n'ai pas eu le choix de remercier, mais l'adjointe que j'avais à ce moment-là, j'avais la chance de tout arrêter. Alors, j'en ai profité. J'en ai profité. Pour traverser cette période-là, ce que moi, quand je dis j'ai trouvé, je suis certaine d'avoir trouvé la recette du bonheur. Pour traverser cette période-là, chaque jour, je m'efforçais de me rendre la vie la moins pénible possible. Puis je faisais vraiment l'exercice le matin de me dire qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que ma journée soit le fun aujourd'hui. Parce qu'il y a des journées où tu te lèves puis tu souffles le martyre, tellement mal que tu peux même pas lire ton livre qui te fait du bien. Il fait pas beau. Et là, tu te dis, mais voyons. Là, on cherche, puis j'étais avec ma mère, j'ai eu la chance, ma mère est venue passer plein de temps avec moi, puis là, on cherchait, puis on disait, OK, on va regarder un film. Mais t'es pas bien, puis t'as mal, mais t'embarques même pas. Non, ça marche pas. Fait que là, elle disait, du sucre à crème. Du sucre à crème? Je le goûte pas vraiment. OK, qu'est-ce qu'on... on essayait tout quelque chose de peut-être épicé. T'aimes épicé? Ça, tu vas le goûter certain. Des chips barbecue. Mais à force de toujours chercher quelque chose pour embellir ta journée, ben l'air de rien, la journée est passée, puis tu t'es pas attardé sur ce qui allait pas bien, tu cherchais quelque chose qui va bien. Là, la journée est passée. Puis en s'accrochant comme ça, ben, chaque journée allait bien. Puis dès que l'énergie revenait, ben là, j'en profitais au maximum. Là, tout ce que mon énergie... Oui. Le peu d'énergie que j'avais me permettait de faire. Si j'avais la force de me rendre au resto, j'y allais. Si c'était juste d'inviter des amis ou d'aller me faire dorloter chez des amis, j'allais jouer dehors. J'ai essayé de bouger le plus possible parce que pour que le moral reste, il faut bouger, il faut être actif. Alors, moi, j'aime marcher. Je me suis trouvé un petit sentier dans le bois, là, puis j'allais pas bien loin avec mon téléphone, mais j'y allais. Puis chaque fois, chaque jour. Donc finalement, au bout de l'été, là, à force de toujours chercher quelque chose qui te fait plaisir, à force de te dire ah, j'ai un peu d'énergie, j'en profite, qu'est-ce que je fais? Je vais au resto, je sors, je fais. Ou j'en profite pour aller à la piscine, j'en profite pour aller. Je suis même aller faire du camping. Je pense que j'ai passé le plus bel été de ma vie. Quand je regarde ça avec du recul, parce que tous les autres étés,
on travaille, on se sent coupable quand on en profite, la fin de semaine, on veut tout faire, puis surtout faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire? Qu'est-ce que les enfants ont le goût de faire? On en profite, mais jamais comme quand on se laisse la place. À l'hôpital, je voulais rien savoir des histoires des autres. J'aurais aimé être assise à côté de toi dans un traitement, parce qu'il y a des gens qui vivent pas bien ça, qui sont amers, qui sont aigris, qui en veulent au monde entier, qui se plaignent, qui deviennent même agressifs face au personnel hospitalier, qui les critiquent, ils sont très occupés. Moi, je voulais rien entendre de négatif comme ça. J'avais mes écouteurs d'iPod, même s'il n'y a pas de musique. Même s'il n'y a pas de musique, parce que je ne voulais pas entendre ça. Je ne voulais pas entendre aussi ceux qui étaient pessimistes par rapport à ce qui s'en venait. J'avais pas de place pour cette énergie-là, moi, à ce moment-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui m'aidait beaucoup. Les cheveux. La perte de cheveux. Une phase importante dans le cancer, c'est de perdre nos cheveux. Parce que je pense que c'est la première affaire qui m'est venue quand on m'a dit tu s'en vas en chimiothérapie. Oh, tu perds mes cheveux. Ma fille va me voir chauve. Puis là, je vais avoir l'air malade. Puis ça me fatiguait bien gros. J'ai commencé par les couper très courts, puis là, je pensais d'étoffer quand même un bout de temps. Puis c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, vraiment, après 2 semaines après le premier traitement, ça s'est mis à tomber. Mais ça tombait par poignée, c'était troublant. Puis ça a commencé le dimanche à tomber, le jeudi. Je sors de la douche, puis je me suis la tête avec la serviette. Déjà, dans la douche, il y en avait plein, j'étais piquante. C'est plus émotif que mais j'étais paniquée de voir comme il y avait. Puis là, je m'essuie la tête, puis là, je suis dégarnie jusqu'au moitié du crâne. Et là, je suis effondrée. Si j'ai pleuré, c'était pas pour avoir. Puis là, j'étais vraiment découragée. Puis là, je me suis dit, je ne vais pas vivre ça un autre matin. C'est sûr que là, on se débarrasse de ce qui reste. J'ai 2 super amis qui ont mis tout de côté pour venir passer cette journée-là avec moi. Ils sont arrivés avec un clipper, puis une avec sa trousse de maquillage. Puis on dit, premièrement, on te maquille. Parce que quand tu vas te voir après dans le miroir, ça va être moins pire, tu sais, l'effet. Puis là, ils m'ont maquillée. Puis là, ils se sont mis à me raser. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils m'ont fait des mohawks, des moumoutes, Puis ça riait, ces folles-là. Là. Mais là, le drame, il n'était plus là. On a tellement ri toute la journée. Et elles sont restées avec moi après ça toute la journée, à me donner des cours de maquillage, à rire de mon coco, à me dire que je suis belle. Il n'y en a pas eu de drame. Il n'y en a pas eu. Puis dès le lendemain, moi, j'étais en... Elles m'ont raconté que quand elles sont arrivées chez elles le soir, mais moi, c'était fini. Mais moi, c'était merveilleux. J'ai un coco, puis je me trouvais belle, puis ça va être parfait, ça. C'est ça qu'on va faire. Alors là, évidemment, on peut avoir recours à des perruques, puis c'est vraiment bien fait, puis ça paraît pas pantoute. Et moi, j'ai décidé que non. Je suis allée m'acheter des chapeaux. J'ai un ami qui fait du body painting. Il m'a fait des peintures derrière de la tête. C'était magnifique. J'ai fait fureur avec ça. J'ai assez pogné. J'étais une star. Je recevais plein de compliments. Puis là, les compliments étaient généralement par rapport à mon sourire, par rapport à ce qui se dégageait de moi. Parce que, pas d'autre chose. Puis là, tu réalises que dans le fond, c'est pas ça qui fait que t'es belle, c'est ce que tu dégages. Puis j'ai appris à me trouver belle sans rien de ce que je pense important pour être belle. Les cheveux, parce que t'as pas de sourcils non plus, t'as pas de cils, t'as pas de visage. À ce temps-là, je faisais par exemple toujours l'effort de me maquiller, de m'en dessiner, puis de m'habiller. Moi, j'allais recevoir mes traitements, là, je m'habillais comme si je m'en allais au bureau. Ou si je m'en étais allée au resto. Je me suis pas jamais laissée aller. Je voulais me voir
en forme, avoir une image de moi en forme. Je voulais surtout que ma fille voie une maman comme avant, sauf juste pas de cheveux. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Dans cette période-là de mon coco, la cerise sur le Sunday, Dove et les pharmacies Jean Coutu organisent un concours. Ils sont à la recherche de modèles d'estime de soi. Et là, mon amie d'enfance, Josiane, écrit un texte extraordinaire pour soumettre ma candidature à ça. Déjà là, ça valait son pesant d'or. Et là, on lance ça sur Internet. C'est indescriptible sur Facebook, les messages que je reçois des gens, premièrement, tous ceux qui m'aiment, hein? J'en ai beaucoup, des amis, tous ceux qui m'aiment, mais là, c'est plus que ça, c'est les amis des amis, les amis de la femme de mon cousin. Et là, eux, ils vont lire le texte ou ils lisent les commentaires des autres. Ils me trouvent extraordinaire, ils ne me connaissent pas. Puis, tout à coup, là, je me sens, là, je suis une star. Je me sentais, là, tellement portée par tout ça. Ils ont choisi 8 personnes, dont évidemment, je faisais partie. Et on est allé faire une séance de photos. Après ça, mon coco était dans les Jean Coutu, puis il y a eu des petits livrets avec... C'est extraordinaire. Je me trouvais super là. J'ai gardé ça, j'ai l'affiche chez nous. Je ne veux pas jamais oublier cette période-là. Puis je la regarde, puis encore, je me trouve belle. Tu l'étais aussi. Tu étais merveilleuse, c'était tellement radieuse. C'est ça. C'est ça, c'est ta beauté intérieure qui ressortait. Je pense que c'était radieuse. Ça. J'ai découvert que la beauté, c'est pas physique. C'est dans l'attitude. Puis moi, je suis belle parce que, premièrement, je me trouve belle, puis j'aime la vie, je suis juste heureuse d'être en vie. Je suis juste de bonne humeur. Puis ça, le sourire, ça rend joli. Évidemment, après tout ça, il faut changer certaines habitudes. Et là, j'ai compris que la vie d'avant, ça ne peut pas fonctionner parce que ça donne le cancer. Alors, ça supposait... On a fait plein de changements au bureau. Mon patron a été extraordinaire là-dedans. Dans mes habitudes de vie aussi, il faut bouger. Il faut bouger. Puis je vais au gym tous les matins. Ce que moi, j'ai trouvé comme truc, je l'ai mis dans ma routine là où ça faisait le plus de sens, même s'il y avait encore des objections, puis ben des « ouais, mais ça sera pas facile quand Eve est là », puis je l'ai mis, puis je m'y tiens. Il y a des matins, quand j'ai ma fille avec moi, parce qu'on sait que les enfants, il s'agit que tu veux qu'ils se dépêchent pour que là, ça marche pas pantoute, on a le goût de juste la dessouffler, la mettre d'une boîte, l'amener comme ça à la garderie, mais ça marche pas. Il y a des matins, j'arrive au gym, il me reste 15 minutes, 10 minutes. Mais ça fait rien parce que je suis rendue. En me levant, je mets mon saut pour aller au gym. Fait que j'ai plus le choix, là. Une fois que je suis rendue à la garderie, puis je réalise qu'il va me rester juste 10 minutes, il faut que j'aille pareil, parce que sinon, on m'en va au bureau en habit de gym, là. Fait que j'y vais. Puis, si c'est juste faire circuler l'oxygène dans mon corps, dans mon sang, pendant 10-15 minutes, ben c'est déjà tout ça de plus que rien pantoute. Puis, ça donne de l'énergie. Puis en même temps, ben, il n'est pas sorti de ma routine. Fait que le lendemain, ben là, si j'étais un petit peu plus, puis il reste dans ma routine tout le temps. J'ai eu recours au service d'une nutritionniste parce qu'on pense qu'on le sait comment s'alimenter, mais il y a toujours place à s'améliorer. Puis, évidemment, je ne vous cacherai pas que moi, pendant les traitements de chimio, j'ai pris 20 livres faciles à force de chercher du plaisir dans le pudding chômeur, puis le sucre à la crème, puis les chips barbecue. Là. Puis je me disais, j'adresserai ça après. En ce moment, j'ai besoin de me faire plaisir. Si ça passe par là, ce sera ça. Puis je me voyais... Mais ça fait rien parce que j'étais belle pareil. Ça ne m'affectait plus dans mon estime de moi. J'ai voulu les reperdre parce que je voulais me sentir bien, mais je n'étais pas stressée de ça. Puis effectivement, quand je m'y suis mise, là, juste tellement convaincue que ces livres-là ne m'appartenaient pas plus que la tumeur, j'ai perdu ça dans le temps de dire. Je pense pas que ça a pris plus que 5 semaines. J'avais perdu 15 livres. Ça a vraiment bien été.
Puis c'est ça. Maintenant, j'ai plaisir à prendre soin de moi pour tout le bonheur que ça m'apporte. De m'accorder du temps, d'y aller au gym, quand je me fais une salade, ben, je mets de l'amour dedans. Elle est belle, elle a l'air tellement appétissante. Au bureau, tout le monde est jaloux de mes salades. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à traverser ça. Puis j'en ai retiré ce cadeau-là. L'air de rien, j'ai appris à être heureuse à force de chercher. Puis je disais à Rachel, la recette, en fond, maintenant, elle s'applique à n'importe quelle situation. Peu importe ce que je vais traverser, si le cancer devait revenir pour moi, ou n'importe quelle autre épreuve, ben je sais que si, d'une minute à l'autre, je fais juste chercher quelque chose de cool, avoir quelque chose de beau, quelque chose que je pourrais être reconnaissante pour, ben je vais passer au travers, puis à un moment donné, ça va être fini. Puis il va me rester juste le beau après. Je sais pas, je me sens comme invincible. Wonder Woman! Alors c'est ça le message que moi je voulais. Je disais, je me sens porteuse d'un message. C'est ce message-là que je veux lancer. Ça fonctionne vraiment. Si on met l'énergie à se concentrer sur ce qui est beau, je vous le promets, ça fonctionne. Nicole va être encore un bien meilleur exemple que moi. Oh Seigneur, merci.